Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des agro-webinaires Voyage au cœur du vivant. Cette série d'agro-webinaires est organisée par l'ACTA en partenariat avec Agrinium et l'Académie d'agriculture. Et donc nous avons donc commencé la semaine dernière une mini-série sur le thème du travail en agriculture. Donc aujourd'hui, voilà, nous vous retrouvons pour le deuxième épisode de cette mini-série, qui s'intitule Nouveaux installés en agriculture, quel profil et quels besoins d'accompagnement. Et nous aurons donc deux intervenants aujourd'hui. Caroline Mazot, qui est enseignante-chercheuse en sociologie à, à l'ESA d'Angers, et Christophe Perrault, qui est chargé de mission économie et territoire à l'Institut d'élevage et qui anime le projet CASDAR Renouer. Donc, comme pour tous les agro-webinaires, donc nous allons commencer avec les deux interventions. Et vous pouvez, tout au long de l'agro-webinaire, poser vos questions aux intervenants en utilisant l'onglet questions-réponses. Vous avez aussi accès au chat pour plutôt partager des informations, mais s'il vous plaît, voilà, utilisez bien l'onglet questions-réponses pour poser vos intervenants. Et donc, à l'issue des deux interventions, on aura un temps d'échange et voilà, je serai votre porte-parole pour interroger nos intervenants. Voilà, je vais tout de suite donner la parole à Caroline Mazot pour une première intervention. Merci Marianne. Je vous remercie pour cette invitation. Merci à tous de prendre le temps de nous écouter, Christophe et moi. Je vais partager quelques résultats de recherche d'un projet de recherche que j'ai eu le plaisir de piloter qui s'appelle AgriNovo. Donc, je présente au nom de toute notre équipe, donc moi-même, Caroline Mazot, bien sûr, Antoine Dain, Caroline Leroux et Bertie Tarot. Euh, alors, pour démarrer, peut-être quelques éléments de contexte sur cette recherche. Donc, c'est une recherche qui a été pilotée en réponse à un appel à projet de recherche lancé par le ministère de l'Agriculture et qui s'intitulait Les nouveaux actifs agricoles, portraits sociodémographiques, trajectoires et euh, insertion. Donc, qui nous invitait cet appel à dresser le portrait en fait des nouveaux entrants dans le secteur agricole et à identifier les enjeux donc associés précisément à ces profils en nous intéressant à leur trajectoire donc et puis à leur modalité d'insertion dans le métier d'agriculteur et aux caractéristiques de cette exploitation. Donc pour nous, ça a été l'occasion de prolonger une enquête qu'on avait conduite, les sociologues, une partie des sociologues de l'ESA, dans le cadre de la chaire mutation agricole, où nous avions conduit une enquête par questionnaire auprès de 140 installés environ dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire. L'objectif pour nous était de saisir les expériences professionnelles pré-installation avec cette hypothèse forte que ces expériences avaient un effet sur la façon d'abord de devenir agriculteur et puis d'exercer le métier. Donc les constats généraux qu'on peut faire, sur lesquels nous nous sommes appuyés, c'est d'abord que on sait qu'on s'installe plus tardivement en agriculture et que des enfants d'agriculteurs connaissent ce qu'on a appelé des détours professionnels, à savoir des expériences professionnelles pré-installation plus nombreuses et parfois dans des secteurs d'activité différents, donc pas forcément en secteur agricole. Et puis, autre constat qu'on sait, c'est le nombre de reconversions professionnelles vers l'agriculture qui augmente. Donc, il y a un certain nombre d'enquêtes qui existent sur ce sujet et qui ont permis de qualifier un peu les profils de ces nouveaux entrants, principalement ceux qu'on a appelés des néo-agriculteurs ou des agriculteurs qui pouvaient exercer en agriculture biologique, par exemple. Or, dans le contexte de modifications importantes du profil des agriculteurs compte tenu des départs massifs en retraite, il nous a semblé important de regarder les profils de ces nouveaux installés et pas seulement de ces profils qu'on pourrait qualifier de plus atypiques, de personnes venues de l'extérieur ou exerçant en bio, mais en essayant de regarder tous les nouveaux agriculteurs
et peut-être en dépassant les lignes de fracture un peu classiques qu'on utilise pour caractériser ces profils, à savoir des enfants d'agriculteurs qui s'opposeraient à ceux qu'on qualifie classiquement de NIMA, non issus du milieu agricole. Et puis, peut-être aussi de dépasser cette distinction classique qu'on fait entre hors cadre familial et puis accès au statut d'agriculteur par une transmission familiale de l'exploitation agricole, du métier et du patrimoine. Donc, notre objectif, c'était de saisir les lignes de fracture qui séparent les nouveaux installés entre eux et de saisir par là même les différentes socialisations au métier et la façon dont ça se répercute sur la façon d'exercer le métier. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, on a donc conduit une enquête par questionnaire euh, auprès d'un échantillon représentatif de la population. Je vais y venir. Dans ce questionnaire, on a collecté des données à la fois sur les caractéristiques de l'exploitation, donc le type de production, mais aussi le statut juridique, la main-d'œuvre exerçant sur l'exploitation. On s'est bien sûr, et c'était centré principalement là-dessus, intéressé au parcours préinstallation de nos enquêtés. Donc, quelle était leur origine sociale, en essayant de distinguer plus d'éléments que simplement la distinction agricole-non agricole. Quelle formation les individus qu'on a interrogés avaient suivi, formation initiale mais aussi continue. Quelles expériences professionnelles ils avaient suivies. Quels étaient leurs parcours résidentiels également. Et puis, quelles expériences professionnelles à la fois dans le secteur agricole et puis dans d'autres secteurs d'activité. On a séquencé les parcours en reprenant les 10 années qui ont précédé l'installation. Je vous présenterai un graphique global pour vous donner à voir ces résultats en fonction donc de la situation en termes d'emploi ou de formation. Et puis, bien sûr, on a posé des questions un peu plus précises sur le projet initial d'installation agricole, sur les conditions d'exercice du métier, les relations sociales et les engagements professionnels de nos enquêtés, et puis, bien sûr, des informations classiques relatives aux talons sociologiques de nos enquêtés. Donc, on avait une base de sondage de 26 000 exploitants agricoles, donc installés en 2018 et en 2022. Notre base de sondage, elle dépendait donc des fichiers de la MSA. Et on a donc envoyé un questionnaire à l'ensemble de ces nouveaux installés. Et on a pu collecter 3400 réponses complètes que je vais vous présenter ici. Donc, une diapo rapide pour vous montrer notre population d'enquête et préciser que les résultats que je vais vous présenter sont représentatifs de la population cible, puisque nous avons opéré un léger redressement pour coller davantage à notre population cible, principalement autour, vous le voyez ici, du niveau de qualification qui était ce qui s'écarter un peu de notre population cible au départ. Donc, une fois ce redressement réalisé, voici quelques résultats qu'on peut mettre en évidence ici. Alors, d'abord, sur notre population générale, donc dès 2018 et dès 2022, on peut remarquer que 55% de notre échantillon a donc au moins un parent agriculteur. Donc, on peut dire du coup que ce groupe reste caractérisé par ce qu'on appelle une endoreproduction, mais d'une certaine manière, on peut s'en étonner aussi en considérant que 45% des nouveaux installés déclarent n'avoir aucun parent agriculteur. Ce qui va effectivement dans le sens de cette ouverture sociale qu'ont décrite d'autres sociologues avant nous. Mais si on regarde d'un peu plus près ces 45% qui n'ont pas de parents agriculteurs, eh bien, on se rend compte que il faudrait pas, considérer que ces nouveaux installés n'ont pas de lien avec le monde agricole, puisque effectivement, au moins un agriculteur dans la famille, on a posé la question à nos enquêtés pour savoir s'ils avaient d'autres membres de leur famille qui étaient agriculteurs. Et là, on remarque que 77% ont au moins un agriculteur dans leur famille, ce qui montre effectivement une forme de proximité avec le monde agricole, quand bien même on n'a pas forcément de parents agriculteurs.
Donc, une diapo rapide, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement pour vous montrer que dans le cadre de cette enquête, donc, on a essayé de répertorier les statuts précédant l'installation. Et donc, ce graphique-là vous montre à droite le moment de l'installation. Et donc, plus on va sur la gauche, plus on se déplace sur la gauche, plus on remonte les années qui précèdent l'installation, donc -1, -2, -3, -4, etc. Et donc, ce qu'on peut remarquer de manière générale, et je trouvais intéressant de le signaler, c'est que d'abord, on s'installe finalement assez peu juste après la formation. C'est des choses qu'on savait, mais là, ça permet vraiment de le mesurer. Et puis, autre information qui me paraît être important à signaler, c'est le fait qu'on a très souvent cumulé des emplois non agricoles avant l'installation. Là, c'est représenté en orange sur ce graphique. On voit la part que représentent ces emplois non agricoles avant l'installation, ce qui peut laisser entendre que la façon de penser l'installation et puis les compétences ou les dispositions mobilisées vont être différentes. Autre enseignement intéressant, c'est ce que vous voyez en rose, c'est le passage par le salariat agricole qui, bien sûr, augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du moment de l'installation et qui, là aussi, me semble être intéressant. On y reviendra pour parler davantage de socialisation par l'expérience professionnelle et pas seulement par l'origine sociale ou par la formation agricole. Alors, je m'arrête là sur les tapis de séquence pour rentrer davantage dans le détail des profils d'enquêtés qu'on a mis en lumière. Alors, je vais m'arrêter un peu plus longuement sur cette diapo pour présenter chacune des 6 catégories qu'on a identifiées. Et ensuite, dans un second temps, donc, j'essaierai de montrer comment cette typologie nous paraît opérante pour comprendre notamment le rapport au métier des nouveaux installés. Alors, première catégorie, représentée ici en bleu sur cette diapo, ceux qu'on a appelés les héritiers bien préparés. Donc, ils représentent 34% de notre échantillon. C'est la plus grosse catégorie à l'intérieur de nos nouveaux installés. Ils ont la particularité, ces héritiers bien préparés, d'être issus du milieu agricole. Donc, les parents sont agriculteurs dans la majorité des cas. Ils ont suivi une formation agricole initiale, cumulé des expériences professionnelles diversifiées et finalement s'installent relativement jeunes par rapport à notre échantillon. Et autre caractéristique, ce sont des agriculteurs plus que des agricultrices, principalement. Donc ça, c'est un peu le profil auquel on s'attend souvent quand on pense aux agriculteurs qui héritent du métier, du patrimoine et effectivement du statut de leurs parents. Deuxième catégorie, moins visible probablement, les héritiers ou les héritières sans vocation qui représentent 22% de notre échantillon. Donc ça, ce sont des personnes qui ont des parents agriculteurs principalement, mais cette catégorie se distingue de la précédente dans la mesure où ce sont des individus qui n'ont pas de formation agricole ou pas de formation agricole initiale et qui ont pour autant donc des parents agriculteurs. Ils ont une moindre ou elles ont une moindre expérience professionnelle sur l'exploitation et elles s'installent finalement plus tardivement, donc souvent après 40 ans, c'est fréquent, et parfois via le mariage, donc en épousant par exemple un agriculteur. Je l'ai dit, ce sont principalement des femmes, ou en tout cas elles sont surreprésentées dans cette catégorie. Troisième catégorie, plus surprenante d'une certaine manière, c'est ceux qu'on a appelés les classes populaires rurales, ou en tout cas moins visibles médiatiquement, on va dire. Donc ça, ce sont des individus qui n'ont pas de parents agriculteurs, donc d'une certaine manière, ce sont des NIMA, des non issus du milieu agricole, mais ils ne correspondent pas à la figure des reconvertis tels qu'on peut se les représenter spontanément. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce sont des individus qui ont une formation agricole initiale, le plus souvent, et autre caractéristique qui les distingue, on y reviendra, ce sont des personnes qui viennent d'un milieu rural. Donc à 90%, ces enquêtés-là vivaient en milieu rural.
mais sans avoir de parents agriculteurs. Et cette proximité géographique favorise d'une certaine manière leur insertion dans le milieu agricole. J'y reviendrai. Quatrième catégorie, les reconvertis des classes moyennes, qui sont des individus qui n'ont pas de parents agriculteurs et qui n'ont le plus souvent pas de formation initiale dans le secteur agricole. Donc, ils ont cumulé des expériences professionnelles en dehors du secteur agricole et finalement arrivent plus tardivement dans le secteur agricole. Donc, ce sont à la fois des NIMA et des reconvertis au sens où leur passé professionnel ne les prédestinait pas a priori à devenir agriculteurs. Cinquième catégorie, dans lesquelles vous allez voir, on va pouvoir distinguer deux autres sous-catégories, c'est ceux qu'on a appelés les reconvertis des classes supérieures urbaines. Alors, on les distingue des reconvertis des classes moyennes parce que ce sont des individus qui sont issus des classes supérieures, que l'on considère leur origine sociale, c'est-à-dire la profession exercée par les parents, ou que l'on considère leur passé professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont la caractéristique principale d'être très diplômés, 85% ont un niveau bac plus 5 et plus, et ils ont exercé un emploi de cadre très fréquemment avant de s'installer. Ils sont fréquemment mariés à un individu qui appartient aux mêmes classes sociales qu'eux, donc à savoir souvent des cadres. Autre particularité, ils sont d'origine urbaine et effectivement, ils s'installent donc après cette expérience professionnelle en tant que cadre. À l'intérieur de cette catégorie des classes supérieures urbaines, on va distinguer, et je vais le présenter tout à l'heure dans les tableaux croisés que je vais vous présenter, ceux qu'on a appelés des reconvertis des classes supérieures, donc des individus qui ne viennent pas effectivement du milieu agricole par leur origine sociale, et ceux qu'on a appelés les contre-mobiles, qui sont eux aussi des individus fortement diplômés avec une expérience de cadre avant l'installation, mais qui sont enfants d'agriculteurs et qui reviennent d'une certaine manière à leur milieu agricole d'origine. Donc ces catégories-là, eh bien, ça nous permet de rendre compte finalement de manière différenciée de rapport au métier. Donc je vais vous présenter quelques tableaux croisés qu'on a réalisés au cours de cette enquête et pour montrer effectivement le côté opérationnel d'une certaine manière enfin opérant de ces typologies. Alors, d'abord, la motivation à l'installation, qui est une question qu'on a posée à nos enquêtés. Et bien là, on voit effectivement plusieurs choses se dégager. Je ne vais pas présenter dans le détail le commentaire de ce tableau, mais peut-être mettre en évidence que travailler dehors, au contact de la terre ou des animaux, correspond davantage finalement aux conditions d'exercice du métier et concerne davantage les reconvertis, donc des personnes qui ont eu un passé à l'extérieur, mais des reconvertis, donc des classes moyennes et des classes supérieures principalement. Donc, c'est peut-être pas étonnant, mais effectivement, là, on a un effet de reconversion et pas effectivement un effet d'origine sociale, puisque tous les NIMA ne se dirigent pas vers l'agriculture pour ces raisons-là. Je pense notamment aux classes populaires rurales. Autre point sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention, c'était la modalité mettre en œuvre ses valeurs, ses convictions, se sentir utile, qu'on retrouve très présente là aussi chez les reconvertis, des classes moyennes ou supérieures, qui correspondent au fait de donner un sens à sa reconversion, ce qui n'est pas très étonnant, mais on le retrouve aussi chez les contre-mobiles des classes supérieures. Donc, je rappelle, des individus dont les parents sont agriculteurs. Et là, on voit bien que le projet d'héritage familial est associé aussi à du sens et des valeurs mises en pratique à travers cette reconversion. Donc, pour avoir le temps de vous donner d'autres éléments, je passe sur quelques tableaux supplémentaires. Les conditions d'exercice et les difficultés rencontrées.
Là, on voit l'intérêt d'avoir effectivement distingué les reconvertis des classes moyennes des reconvertis des classes supérieures, dans la mesure où les reconvertis des classes moyennes vont être ceux qui vont déclarer le plus de difficultés rencontrées, qu'il s'agisse de difficultés économiques ou de difficultés associées à la pénibilité du travail, hein, et finalement à un écart entre ce qui était imaginé et ce qui est finalement vécu par ces nouveaux installés. Donc, ces reconvertis des classes moyennes, hein, on le verra, ils sont d'une certaine manière, pardon, beaucoup plus fragiles que les reconvertis des classes supérieures, par exemple. Et autre information, d'une certaine manière, hein, c'est du côté de la colonne des classes populaires rurales, hein, qui finalement sont relativement moyens par rapport aux difficultés rencontrées et qui semblent être d'une certaine manière mieux préparés que les reconvertis, compte tenu probablement de leur formation initiale et de leurs expériences dans le secteur. Alors, du côté des conditions d'exercice, hein, et puis du rapport vie privée, enfin travail, disons, et loisirs ou repos, on peut voir effectivement que les reconvertis des classes supérieures et les contre-mobiles des classes supérieures sont ceux qui déclarent prendre le plus de congés. Donc, on voit effectivement que pour eux, il est important, ou en tout cas, ils peuvent s'autoriser à prendre davantage de congés. Et là aussi, on voit bien la distinction intéressante à opérer entre reconvertis des classes moyennes et reconvertis des classes supérieures, dans la mesure où là, on n'a pas les mêmes pratiques, hein, qui sont déclarées pour les uns et pour les autres. Il est probable que les reconvertis des classes moyennes doivent travailler davantage pour justement, hein, compenser les difficultés économiques rencontrées dont on a parlé dans le tableau précédent. Je suis désolée, je vais un peu vite pour laisser du temps à Christophe. Je vais juste terminer sur des éléments relatifs aux revenus de l'exploitation. Donc, on a demandé à nos enquêtés de nous dire ce qu'ils se tiraient comme revenus mensuels. Donc là, on voit effectivement que les revenus de l'exploitation agricole sont relativement faibles pour les reconvertis, hein, des classes moyennes et des classes supérieures. Mais quand on regarde non pas seulement les revenus de l'exploitation, mais les revenus totaux, qui comprennent à la fois les revenus, des revenus locatifs, hein, complémentaires, potentiellement des revenus associés à une activité secondaire, et puis les revenus du conjoint. Là, on voit que la distinction s'opère encore entre reconvertis des classes moyennes et reconvertis des classes supérieures, puisque les reconvertis des classes supérieures déclarent des revenus totaux beaucoup plus importants que les reconvertis des classes moyennes, compte tenu effectivement du fait qu'ils vont disposer de revenus complémentaires. Et je l'ai dit quand j'ai présenté les catégories, sont souvent mariés à une personne qui est elle-même cadre, comme l'étaient les personnes qui se sont reconverties, et donc qui assure des revenus complémentaires au foyer. Alors, j'en terminerai là, hein. Cette enquête Agrinovo, dont je vous ai présenté quelques résultats brièvement, montre que l'opposition entre des personnes issues du milieu agricole et des personnes non issues du milieu agricole, hein, et elle est insuffisante, cette distinction, pour restituer toute la diversité des parcours et les effets sur la manière donc, de concevoir et d'exercer le métier d'agriculteur. Ce que nous donne à voir Agrinovo, c'est d'autres lignes de fracture, hein, qui sont peut-être pas suffisamment mises en évidence pour comprendre les profils et les besoins différenciés des porteurs de projets via les formations suivies, hein, qui sont effectivement importantes pour saisir la socialisation au métier d'agriculteur, les expériences professionnelles précédant l'installation, la socialisation spatiale, hein, qui est aussi un résultat important d'Agrinovo, à savoir le fait d'être issu du milieu rural ou d'être issu du milieu urbain. Et globalement, c'était l'objet notamment
de mon analyse du tableau précédent, on voit que selon la position sociale qu'on occupait avant l'installation, eh bien, on dispose de ressources, hein, notamment économiques, mais aussi des titres scolaires, des compétences qui vont pouvoir être mobilisées au service du projet, ce qui rebat les cartes, hein, notamment de cette analyse en termes de d'IMA versus NIMA, qui supposerait que les NIMA sont d'abord et avant tout dépourvus de ressources pour s'installer. Donc, ça nous permet de comprendre les différentes manières d'être agriculteur aujourd'hui et potentiellement hein, d'ajuster l'accompagnement en fonction des profils des porteurs de projets et des ressources ou expériences passées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et donc enfin peut-être voilà, dans le chat, ou bien en tout cas vous pourrez aussi les avoir avec le replay, avoir bien les liens pour aller plus loin si vous souhaitez avec les résultats de ce projet. On va passer maintenant la parole à Christophe Perrault justement pour parler de l'accompagnement de ces nouveaux installés. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation. Donc voilà, donc je vais présenter les premiers résultats d'un projet CASDAR Co-Innovation qui s'appelle le Renouer pour renouvellement des actifs, coopération entre organisations locales pour l'accompagnement de nouveaux projets. Donc Renouer a comme particularité, à mon avis, d'avoir un partenariat unique. On va dire, regarder dans les 4314 projets CASDAR listés sur RD Agri. En fait, il n'y en a que 25 qui sont vraiment consacrés à installation, renouvellement, transmission. Et il n'y en a qu'un, en fait, qui associe les chambres d'agriculture de Bretagne et Pays de la Loire, Terre de Liens et la coopérative d'installation d'agriculture paysanne des Pays de la Loire, qui, par identité, par construction, n'ont pas les mêmes opinions, idées, en fait, sur le sujet. La FNCUMA et la coopération agricole, qui viennent dans le sujet pour des raisons qu'on peut comprendre, qui pourront peut-être expliquer après. Et puis l'accompagnement, l'accompagnement du projet se fait plutôt par l'ESA et par l'Institut de l'élevage qui joue un rôle assez spécifique sur le sujet de l'accompagnement en lien notamment avec les interprofessions. Donc, je vais commencer par, donc dans le titre, c'est renouvellement des actifs et pas des générations. Donc, je vais commencer par un petit pas de côté pour expliquer pourquoi, en fait, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur cette question de démographie, qui est à la fois très prégnante, mais qui est caricaturée. Donc, déjà, c'est un constat ancien, en fait. C'est la MSA qui, en 2016, a commencé, donc il y a 10 ans, qui a commencé à dire qu'il y a 45% des agriculteurs qui pourraient partir à la retraite dans les 10 ans. Donc ce constat a été répété, déformé, puisque aujourd'hui on a des personnes qui disent qu'il y a 50% des départs d'ici 2030, voire instrumentalisés, alors que en fait la question est plus large. Alors d'une part, il n'y a ni gouffre, ni mur, ni choc à venir. Il y a deux secteurs dans lesquels il y a eu des vagues démographiques assez aiguës, assez spécifiques, c'est le secteur bovin. Mais en bovin-lait, la vague vient de passer, elle a comme conséquence de transformer profondément les systèmes de production avec un choc de robotisation, recours au salariat des grandes exploitations et de l'intensification. Donc on parle de renouvellement des actifs et des générations pour deux raisons. Alors d'une part, il y a bien une génération sur le départ, mais les entrants qui rentrent, ils ne veulent pas forcément s'en prendre pour une génération. En fait. Déjà, ils peuvent partir, ils s'installent tard, 32% s'installent après 40 ans, 43% partent avant la retraite, et donc il y a des carrières courtes et beaucoup plus variées, en fait, ce que sous-entend l'idée de renouvellement des générations. Et puis l'autre idée, c'est qu'il y a une profonde transformation de l'organisation du travail en agriculture, avec, contrairement à ce qu'on peut penser des fois, une stabilisation du volume de l'emploi agricole salarié plus non salarié. Donc si le nombre d'agriculteurs non salariés diminue fort, le nombre de salariés augmente vite. Et enfin, il y a des erreurs de parallaxe, parce qu'en fait, on parle de vieillissement par rapport à une période 1980-1995 qui était exceptionnelle, qui avait un faible taux d'activité des seniors, et pas qu'en agriculture. Et enfin, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais les comportements s'adaptent, et c'est vrai que les agriculteurs vieillissent, mais en fait, ils partent à peine plus vite
qu'avant. Donc, sur le projet Renouer, donc le contexte a été en partie campé par Caroline. Donc, il y a une diversité, des nouveaux profils qui interrogent les acteurs de l'accompagnement, notamment les financeurs, qui a des questions récurrentes sur l'inadéquation entre l'offre de ferme et de places d'associés à reprendre dans les fermes existantes, de méconnaissance ou d'inadaptation des outils mis en place par les pouvoirs publics par rapport à ces nouveaux publics. Donc, pour mémoire, il y a un tiers seulement des 21 000 contacts annuels en point accueil installation qui s'installent, et il y a 60% des 14 000 installations qui sont aidées. Donc, il y a un certain nombre d'angles morts qui existent sur le sujet qu'on essaie de regarder dans le projet Renouer. Puisque je vais aller directement en bas, l'objectif du projet, il y en a deux en fait. Mieux comprendre en fait qui sont ces nouveaux candidats à l'activité agricole et qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ça, je ne vais pas vous en parler, mais il y a aussi l'autre objectif, c'était d'essayer d'élaborer des modalités de coopération entre organisations pour améliorer justement l'accompagnement de ces publics. Et ce qui nous a amené, compte tenu de la diversité du partenariat, à essayer d'échanger plus profondément que d'habitude sur les consensus et dissensus, sur les freins à l'installation et les leviers d'action. Alors pourquoi dissensus, donc je vais l'utiliser un sens relativement positif, donc on cherche à construire quelque chose. Un dissensus, il y a plusieurs définitions possibles. C'est une démarche consistant à stipuler différentes opinions sans chercher à les opposer, ni nécessairement à les rapprocher. Et le dissensus, en mettant la parole en tension, assure le lien fécond du vivre ensemble, garant d'une éthique d'ouverture, alors que le consensus, qui peut rimer avec consensus mou, en fait, peut diaboliser le conflit et cherche expressément à l'éliminer du fait de son chaos apparent. Donc, mettre la poussière sous le tapis, en fait, ce n'est pas une bonne idée pour essayer de comprendre sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est potentiellement pas d'accord. Donc en accéléré, donc vous avez sur ce tableau un premier résultat issu du remue-ménage entre partenaires du projet Renouer. Sur à gauche, les freins à l'installation, à droite, les leviers d'action. Donc les barres correspondent à un nombre de votes en fait, d'importance relative de ces thèmes. Et en orangé, les sous-thèmes sur lesquels il peut y avoir dissensus. Donc pour mémoire, en fait, sur cette liste sur lesquels je vais revenir, il y a un relatif consensus, enfin oui, il y a un relatif partage de l'idée que c'est sur ces thèmes-là que ça se joue, y compris au niveau européen. Donc j'ai assisté à un webinaire européen très intéressant il y a quelques jours là, qui revenait en fait sur ces thèmes-là et qui se terminait, alors c'est intéressant de le noter aussi, par l'apologie du système de gestion du foncier à la française, puisque tout en haut à gauche, vous avez l'accès au foncier. Alors, on a pu, entre partenaires, évoquer un certain nombre de sujets qui faisaient débat. Donc, Caroline en a parlé, il y a le concept de NIMA. Alors, c'est un concept stigmatisant pour certains, mais c'est aussi un rappel utile des différences de dotation aux ressources, des différents types de porteurs de projets pour les autres. Il y a à savoir si, par rapport à l'agriculture, on est face à une question d'attractivité ou d'accessibilité. Est-ce qu'il y a des nombreux de candidats qu'on empêche de s'installer ou est-ce qu'il y a un problème d'attractivité du métier? Qu'est-ce qui est innovant en fait? On parle de nouveaux porteurs de projets, de nouvelles formes d'agriculture. Qu'est-ce qui est vraiment innovant? Il y a beaucoup de sous-sujets. Il y a des questions de différence entre un emploi agricole vraiment productif et d'activité agricole qui sont à la limite en termes de productivité. Et puis, il y a des questions de banalisation des métiers agricoles au niveau sociologique et de déspécification économique. Est-ce que l'activité agricole est spécifique, notamment en raison de ces enjeux collectifs liés à l'alimentation et liés au lien au territoire? Alors, pour donner un peu un aperçu, je vais vous donner après des moyens d'en savoir plus, un petit aperçu sur les freins à l'installation et les leviers d'action. Donc, on a, en plus de ce qu'on a discuté en partenaire, on a fait des enquêtes auprès de porteurs de projets installés ou pas, et on a fait des focus groupes régionaux
dans les 2 régions du projet avec les acteurs de l'accompagnement. Donc, on a regroupé tout ça en 4 ou 5 thèmes. Donc, l'image et l'attractivité des métiers agricoles, l'ouverture du monde agricole, qui fait débat, la complexité administrative et la lisibilité du parcours à l'installation, l'accès au foncier et à l'outil de production, l'accès au capital et au financement. Donc là, les thèmes sont unanimement reconnus, c'est un peu les solutions qui peuvent faire débat. Et enfin, la faisabilité technico-économique des projets et la QVCT, qualité de vie et conditions de travail, avec une approche très très large et nécessaire qu'ont pas forcément spontanément les porteurs de projets. Donc, sur l'image et l'attractivité, donc le constat, c'est que donc les porteurs de projets extérieurs du monde milieu agricole, notamment les femmes, hein, donc on a fait des études assez poussées statistiques sur le PAI qui montrent que, par exemple, en Bretagne, il n'y a pas vraiment les femmes ne sont pas vraiment défavorisées dans la poursuite de leur construction de projets à l'installation, les femmes en tant que telles, mais c'est plutôt lié au fait qu'elles sont souvent non issues du milieu agricole qui peuvent leur faire rencontrer des freins spécifiques pour l'accès au financier, au foncier, au financement, des conditions de travail et un risque de conditions de travail souvent dégradées par rapport à leur ancienne carrière. Donc là aussi, c'était un peu apparent dans ce qu'a présenté Caroline. Donc les options, alors, en fait, pour arriver à dépasser tout ça, même si tout n'est pas entièrement neuf, hein, mais il y a eu un débat pour essayer de communiquer sur le fait que les thèmes sur lesquels il fallait appuyer. Donc, il y a des questions de communication, de valorisation d'expériences positives pour donner envie avec une diversité des parcours, des livrets d'accueil par territoire recensant les ressources, pas que professionnelles, pour montrer en quoi un territoire est attractif. Alors, communiquer sur le travail en collectif, puisque l'envie première, en fait, des porteurs de projets, c'est d'être leur propre patron. À la fois, c'est une envie, mais c'est quand même aussi une peur de s'installer seul, donc c'est un peu ambivalent. Et puis, par rapport aux conditions de travail, donc il faut éclairer assez vite avec peut-être un outil comparateur des niveaux de vie et répondre aux craintes de déclassement social qui sont notamment véhiculées par l'entourage en fait, des porteurs de projets quand ils sont NIMA. Donc, sur le manque de compétences et le sentiment d'illégitimité de certains porteurs de projets, donc il y a la question des formations, alors qui est ultra récurrente, sauf que toutes les analyses statistiques montrent que c'est un facteur crucial de risque d'abandon de parcours et d'échec précoce d'installation. Donc, il y a beaucoup de jeunes néo-agriculteurs qui s'installent sans formation agricole. Et très, très souvent, ça se passe très mal. Donc, développer les possibilités de stage des services civiques agricoles, les espaces tests, les bilans de compétences, les tutorats. Et puis, oui, donc souvent, en fait, dans les différents thèmes que je vais aborder, il y a des sensibiliser les futurs cédants à l'évolution des profils, puisque transmission, installation, transmission, il y a 2 parties, accompagner la relation, y compris individuelle, entre un cédant et un repreneur pour que ça se passe le mieux possible. Complexité administrative et lisibilité du parcours. Donc là aussi, les avis sont un peu variés, mais il y a quand même un grand nombre de candidats un peu extérieurs au milieu qui sont un peu effrayés par le jargon, les étapes qu'ils ne comprennent pas trop. Donc l'idée, c'est de communiquer progressivement sur les différentes étapes, en commençant le plus tôt possible, mais pas de fournir le guide complet dès l'école, le lycée agricole, sinon on va effrayer tout le monde. Favoriser l'autonomie des porteurs de projets pour qu'ils construisent en partie leur parcours tout seul, hein, donc accompagner à l'installation plutôt qu'accompagner l'installation, voire installer quelqu'un. Et donc l'objectif, c'est d'éclairer sans casser les rêves ni l'envie d'entreprendre. Donc les outils partagés, là aussi, ce n'est pas entièrement nouveau, mais cartographie des acteurs et des actions, qui fait quoi exactement. Il y a des exemples plus ou moins bons en fait, dans les différentes régions qui recensent tout ou partie de l'offre. Et donc l'objectif, ce serait de favoriser la collaboration entre les partenaires, éviter les doublons
améliorer la reconnaissance mutuelle, éviter la concurrence inutile, et par exemple en organisant ou en systématisant des visites communes sur la ferme avec tous les acteurs qui joueront un rôle en cet accompagnement. Je regarde combien de temps il me reste. Donc l'accès au foncier. Donc là, bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une question cruciale. Donc les solutions que vous voyez là, elles sont aussi sur la table depuis longtemps. Elles sont très importantes, mais je pense que c'est un sujet en soi. Donc je vais peut-être pas y rester longtemps, sauf peut-être sur le dernier pavé. Donc, il y a l'idée, oui, pour éviter des agrandissements excessifs. Donc, il faudra à la fois préserver des exploitations moyennes qui puissent être transmises d'un seul tenant, donc sensibiliser les cédants et les propriétaires, voire trouver des incitations fiscales et économiques pour que ça se passe comme ça, puisque souvent, ça se passe autrement, parce qu'il y a un intérêt individuel à vendre à la découpe le matériel, le cheptel et les terres. Et quand ce n'est pas possible, donc il y a la question de financement, de la restructuration de grandes fermes qui sont devenues intransmissibles en l'état ou qui ne répondent plus aux moyens en fait, des porteurs de projets. Donc sur le financement, donc là aussi, il y a plein d'idées qui existent plus ou moins sur comment baisser le coût des reprises, avec système de location de bâtiments, de matériel, voire de cheptel, de portage de foncier, voire de portage des bâtiments. Et puis, alors les porteurs de projets qui ont été interviewés, notamment les Nîmois, ont quand même très très peur de se faire avoir sur le montant du coût de la reprise. Et donc, il y a quand même une question pour essayer de rendre le conseil plus neutre, parce que le conseiller, il doit favoriser ni le cédant, ni le repreneur, mais le repreneur qui est issu d'un milieu assez lointain, il a quand même besoin de références, de chiffres et d'aide à la négociation, et ça ne paraît pas toujours évident à organiser. Il y a l'idée d'harmoniser les valeurs, les méthodes et les valeurs de transaction pour des fermes comparables, voire améliorer leur transparence. Sur l'immobilier résidentiel, il y a beaucoup de données qui existent. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc le reste, je vais passer pour finir sur une question essentielle sur comment favoriser le fait que les porteurs de projets construisent et mettent en place des projets réalistes au niveau des charges de travail, de l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et leur permettre progressivement d'arriver à vivre de leur métier. Donc pour ça, voilà, il y a aussi les fondamentaux, les études globales d'installation, des business plans complètes, si possible, qui soient faites par les porteurs de projets pour qu'ils puissent les défendre face aux financeurs. Des études de marché poussées quand on vise un débouché circuit court et ou une étude de marché en connaissant bien la filière longue à laquelle on veut s'adresser. Alors, faciliter la progressivité aussi, donc éviter dans un certain nombre de cas des investissements trop importants au début et revenir un peu sur les possibilités d'installation progressive. Et donc, cette question de qualité de vie et de conditions de travail, donc essayer de la tenir dans la durée de l'accompagnement et dans toutes ces dimensions qui sont nombreuses, qui sont essentielles en termes d'équilibre de temps, de santé, sécurité, d'équilibre professionnel et privé, de relations sociales quand il ne s'agit pas d'une installation individuelle simple, et de formation à mener tout au long de sa carrière. Et donc le reste des items là consiste à, une fois que le projet est bon, en fait, il faut se faire aider pour le défendre face à un collectif d'experts ou de tuteurs là, qui vont réussir à améliorer le produit. Et les derniers points, oui, alors c'est lever les a priori des conseillers et des lycées agricoles. Donc ça, on entend bien que ça n'a pas été émis par les conseillers et les lycées agricoles, mais voilà, c'est l'impression qui demeure qu'il y a un certain nombre de blocages
on va dire, socio-techniques par rapport à certaines évolutions. Je vous remercie pour votre attention et donc je fais figurer ici, là, on va organiser un séminaire final en présentiel libre et gratuit du projet le 10 février 2026, donc avec le lien pour s'inscrire et le QR code pour s'inscrire. Merci beaucoup pour ces deux présentations très riches qui, voilà, ont permis de soulever beaucoup de questions. Donc, on va essayer d'y répondre au mieux. Et voilà, peut-être avant de commencer à prendre l'ensemble des questions, vous dire que pour notre programmation d'agro-webinaire 2026, on a prévu justement une mini-série autour du thème du foncier. Donc, ça nous permettra d'aller un peu plus loin sur ces questions qu'on a commencé à aborder très vite aujourd'hui. Alors, on avait déjà... Ah mince, attends, j'ai un petit problème de souris, je vais essayer de régler. Sur la présentation de Caroline, on avait quelques questions justement pour donner du contexte un peu sur les chiffres qui ont été donnés. Donc, il y avait une première question qui demandait si vous aviez des chiffres en fait de savoir au niveau de la population française en général, est-ce qu'on a une idée de la proportion de personnes qui pourraient répondre à avoir au moins un membre de la famille agriculteur pour pouvoir contextualiser, enfin voilà, est-ce que c'est des données que vous avez ou pas, justement, pour contextualiser un petit peu là, les résultats qui étaient présentés? Non, on n'a pas ces chiffres-là. Et en effet, je pense que derrière la question, il y a l'idée qu'on a tous un membre de notre famille plus ou moins lointain qui est agriculteur ou agricultrice. Alors, c'est vrai de fait, mais ce qui nous permettait de mettre en évidence, enfin, ce que ça nous permettait de mettre en évidence, c'est d'une part qu'il y a une proximité plus importante qu'on ne le croit des reconvertis qui s'installent avec le monde agricole. Et puis là, j'ai pas présenté les choses, mais on a des tableaux qui mettent en évidence le fait que parmi les NIMA, donc les non issus du milieu agricole, on a des gens qui s'installent aussi sur des exploitations qu'ils ont obtenues par des membres de leur famille, en fait. Donc, soit des terres, soit des exploitations, ce qui renforce cette idée de proximité avec le monde agricole qui favorise l'installation et qui déconstruit un peu l'idée qu'on aurait des reconvertis qui arriveraient de Paris avec une volonté de s'installer et aucun lien avec le monde agricole, quoi. D'accord, alors je continue voilà, à poser peut-être les questions qui tournaient sur cette première présentation. On nous a demandé aussi si, il y avait une corrélation qui avait été faite entre une typologie d'exploitation, bon, OTEX ou autre, et les typologies d'installés. Est-ce qu'on voit des nuances en fait selon les orientations des exploitations? Est-ce que ça a été travaillé ou pas dans le projet? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai pas eu le temps de le présenter, mais alors d'une part, on voit qu'il y a des distinctions en termes de positionnement dans les filières. Donc, sans grande surprise, les reconvertis des classes moyennes et supérieures se retrouvent davantage sur des exploitations en maraîchage ou en horticulture. On trouve davantage d'héritiers dans les filières bovines. Mais en termes d'exploitation agricole, on a effectivement fait une distinction selon les tailles. Donc, on a effectivement des exploitations qui sont, là aussi sans surprise, plutôt de plus petite taille pour les reconvertis, des classes moyennes et des classes supérieures. Mais on a aussi des éléments assez intéressants sur la diversification. Et on voit qu'effectivement, on a des exploitations agricoles plus diversifiées parmi les reconvertis des classes moyennes et supérieures et aussi parmi les contre-mobiles des classes supérieures. Donc, pour rappel, hein, c'est ces individus qui ont un haut niveau de qualification, qui ont des expériences professionnelles de cadre avant l'installation, mais qui reviennent dans le secteur d'activité dans lequel leurs parents travaillaient. Et là, on a effectivement des individus qui peuvent diversifier leur exploitation, notamment via la production d'énergie renouvelable qu'on trouve assez fréquemment sur sur ces exploitations-là. Donc, des tailles différentes, bien sûr, et puis aussi, effectivement, des activités différentes, des pratiques différentes, pour donner quelques éléments de réponse. Alors, il y avait peut-être dans les questions de compréhension, aussi, auxquelles on peut répondre peut-être rapidement, quelqu'un qui nous demandait des précisions là, sur les revenus totaux que vous aviez présentés, de savoir si c'était ceux de la personne ou plutôt ceux du foyer. Oui,
Alors effectivement, c'est ce que la personne déclare en incluant potentiellement les revenus du conjoint ou de la conjointe en fait. D'accord. Et alors peut-être, bon, je profite, après j'en aurai aussi pour Christophe, ne vous inquiétez pas. Alors on nous a demandé si on avait des données justement sur la pluriactivité des nouveaux installés. Oui, alors je me doutais que cette question allait arriver et je cherchais on a un tableau, mais je ne retrouve plus les éléments précis, donc je voudrais pas dire de bêtises en termes de chiffres, mais effectivement, il y a des profils qui sont davantage plus réactifs que d'autres. Alors, les héritiers bien préparés sont peu plus réactifs. On a plus de plus réactifs, me semble-t-il, chez les héritiers sans vocation. Et puis, chez certains reconvertis des classes moyennes. En tout cas, ceux qui sont les moins pluriactifs, c'est plutôt les classes populaires rurales et puis les héritiers bien préparés. D'accord. Et là peut-être justement Je pour peux rester un... compléter peut-être Ah ben vas-y, bien sûr, oui, parce oui. que au niveau des statistiques de la MSA, c'est un thème montante de façon très impressionnante. Parce que la dernière valeur disponible, c'est 43% des installés sont plus réactifs. On est passé très vite de à peine plus de 30% à 43%. Et dans le secteur céréalier, c'est quasiment 66%. Donc les deux secteurs, les secteurs les plus fortement concernés, c'est céréaliers, bovins viande et ovins viande. En bovins viande et ovins viande, la moitié des installations individuelles se font plus réactives. Et en céréalier, la nouvelle pratique en fait du système céréalier, avec les possibilités de sous-traitance notamment, d'externalisation d'une partie des travaux, c'est presque les deux tiers. Mm. Ça évolue très fort. C'est impressionnant. Et en fait, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, Christophe, il y a des effets à la fois de production, il y a des effets liés à la trajectoire suivie par l'individu qui font que, voilà, et peut-être des effets aussi liés au moment, c'est-à-dire au moment de l'installation, peut-être qu'il y a davantage de pluriactifs et la pluriactivité diminue aussi au fur et à mesure du moment de l'installation. Donc, effectivement, il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Ouais. La notion de temporalité en compte. Euh, Peut-être là encore pour rester sur les profils avant de passer un peu à des questions pour Christophe. On a aussi une question autour de l'installation là ce que vous avez donc la catégorie héritier sans vocation où on a dit qu'il y a, voilà, il y a une majorité de femmes et avec des installations un peu plus tardives. Donc on a une question de savoir si c'est plutôt est-ce que c'est une installation sous forme d'agrandissement à côté d'un mari déjà installé avec peut-être de nouveaux ateliers, ou est-ce que c'est plutôt une reprise de patrimoine familial avec, pour éviter du fermage extérieur? Enfin, voilà, Mm. qu'est-ce qu'on peut dire de ces femmes-là qui s'installent Ouais. un peu tardivement? Alors, c'est pas que des femmes, hein, elles sont Que des femmes, oui, surreprésentées. c'était 60%, oui, il restait quand même 40% d'hommes. Non, mais c'est intéressant parce que justement, je pense que c'est une des catégories qui est vraiment peut-être la plus diverse en fait. C'est-à-dire qu'on a manifestement des profils assez variés là-dedans, avec des femmes qui peuvent effectivement s'installer plus tardivement en rejoignant leur conjoint. Et on peut avoir, j'en parlais là avec un collègue tout à l'heure, des individus qui peuvent effectivement reprendre une exploitation familiale après le départ en retraite des parents et parfois être plus réactifs, etc., conserver les terres hein, avec une vocation plus patrimoniale. Donc ça mériterait probablement qu'on fasse des enquêtes plus qualitative pour essayer d'affiner un peu ces éléments qu'on a, encore une fois, uniquement par des questionnaires qui ont l'avantage d'être représentatifs, mais qui ne nous disent pas tout de la subtilité de chaque catégorie, quoi. Mm. D'accord. Alors, c'est vrai que le temps avance, on va essayer de garder aussi. Il y a plusieurs questions pour Christophe qui sont des questions parfois peut-être un peu plus de fond aussi, mais je vais essayer peut-être d'en prendre déjà une. Donc, tu as dû évoquer la création d'un outil de comparateur de niveau de vie. Et donc, on a quelqu'un qui nous demande où est-ce que ça en est, voilà, enfin, est-ce que c'est déjà disponible et comment est-ce qu'on voit cet outil, qu'est-ce qu'il va prendre en compte et comparer. Alors, bon, pour l'instant, c'est plus une idée. Alors, en fait, j'ai ramassé beaucoup d'idées qui ont été émises dans les focus group. Je suis pas sûr qu'il y ait
un projet complètement opérationnel derrière, mais ce serait pour, dans un stade assez précoce du parcours d'installation, voilà, éclairer sans casser les rêves, parce que souvent, en fait, il y a des déconvenus, en fait. Mhm. Des déconvenus qu'a exprimé Caroline, soit en matière de niveau de revenus, soit en matière de charge de travail, soit en termes de ratio entre les deux. Souvent, c'est très, très, très loin de ce qu'on avait avant de se reconvertir. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver, faire un petit signal d'alerte en disant, en montrant les intérêts et les limites ou les contraintes spécifiques des métiers agricoles et à quoi on risque de, de s'exposer. D'accord, oui, donc on Et est plutôt au stade de besoin, d'expression de besoin et pas oui, encore de oui, réalisation. non. Et par contre, vous avez Enfin, peut-être à ma quelques... connaissance, non. Je ne sais pas si. Peut-être c'est la Chambre d'agriculture de Bretagne. Si elle est autour de la table, elle peut poster quelque Elle peut chose dans le répondre chat. dans le chat. Peut répondre dans le chat. Euh, Je crois que ça venait de là. mais en tout cas, voilà, il y a un besoin. Il y a un Alors besoin. après, c'est pareil, voilà, on n'aura pas forcément le temps de traiter toutes les questions, mais peut-être une autour du réseau de tuteurs, enfin, en disant, bah voilà, c'est une idée là que vous avez émise. Comment est-ce qu'on pourrait constituer un réseau comme ça? Est-ce que ce serait plutôt des tuteurs agriculteurs, conseillers, experts? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez un petit peu creusé dans le projet autour de cette question-là de réseau de tuteurs qui serait une nouvelle piste? Alors, oui, là aussi, c'est pas complètement nouveau. Alors, pareil, si la SIAP est autour de la table, elle peut commenter dans le chat, parce que eux ont des tuteurs, hein, donc ils s'adressent vraiment quand même plutôt à des NIMA, ils ont des tuteurs agriculteurs. Et ce que j'avais mis dans la diapo, là aussi, c'est plus une idée un peu conceptuelle, c'est valoriser le potentiel des NIMA ou des reconvertis pour leur capacité à valoriser leur background non agricole et mobiliser leurs compétences potentiellement pour tisser des liens avec des entrepreneurs non agriculteurs. On peut avoir du tutorat non agricole, en fait, pour essayer faire de tester son idée de business plan, en fait, quand il est un peu original, et à essayer de voir si d'autres personnes qui ont de l'expérience vont voir des limites ou vont proposer des inflexions qui permettraient d'avoir plus de succès. D'accord. Et puis, alors, il y avait peut-être une question, alors je ne sais pas si c'était peut-être une question de compréhension sur le moment, tu as dû parler à un moment de centralisation d'offres foncières. Est-ce que là, il y a déjà des choses qui existent ou on est plutôt là aussi sur une expression de besoin? Alors, l'idée, ce serait, oui, parce que bon, de ce que je vois, en fait, il y a une grosse partie qui est dans le RDI ou qui peuvent être repris, en fait, par d'autres bases de données, hein, donc la base de données FEV ou même la base de données d'objectifs Terre de Liens, il y a quand même des degrés de recouvrement assez importants avec le RDI. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait un début de consensus pour regrouper donner plus de poids au RDI, voire le rendre pas obligatoire, mais enfin, dans l'idée d'inciter vraiment les cédants à proposer leur ferme dans le RDI en échange d'une petite incitation fiscale ou autre qui faciliterait les choses. Mais je pense qu'il y a encore du travail sur le recensement et la publicité des offres de fermes à reprendre localement. C'est toujours un peu difficile, en fait, d'avoir une idée de ce qui se fait. Et l'autre idée, oui, c'est de faire des commissions de repérage. Ça existe dans certains départements comme les Alpes de Haute-Provence, des espèces de comités de repérage locaux de fermes qui risquent d'être à transmettre localement et qui pourraient être mise en valeur, des offres mises en valeur. Et moi, je comprends plutôt sur le RDI D'accord, puis peut-être une qu'on dernière, pourrait parce qu'on renforcer. arrive, voilà, on arrive au bout. Alors, je suis désolée parce que finalement, nous avons eu pas mal de questions aujourd'hui. On n'a pas réussi à répondre à toutes, mais bon, voilà, Tu me les peut-être. enverras parce que ça Oui, semble. enfin, on va essayer de voir comment on arrive à les capitaliser. Et peut-être une petite dernière, on nous demande, voilà, si on remercie, enfin, une participante qui remercie pour les présentations et qui demandait s'il y avait déjà des écrits autour du projet Renouer.
qui présenterait les résultats sinon, et comment on pouvait éventuellement vous citer. Mais moi, bon, voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt d'inciter déjà à venir. Vous n'êtes quand même pas encore tout à fait sur la fin du projet, donc Oui, alors il y a un site internet, si vous tapez renouer.fr sur Google, vous allez tomber sur un site internet. Donc je vois que la SIAP, j'ai l'impression que la SIAP a répondu en partie dans le chat, là, si vous voulez regarder, sur les tuteurs. On va apporter des précisions. d'accord. Et donc il y a déjà le site internet du projet qui existe Oui, et, et euh, le et des séminaire équipes du qui 10 vont suivre février. après le séminaire. Séminaire du 10 février. Voilà. C'est un peu un Écoutez, teasing. moi, voilà, c'est le temps pour moi de vous remercier pour votre participation et pour toutes ces présentations. Euh, on va voilà, peut-être essayer de vous partager les questions et de voir s'il y a des choses qui peuvent être complétées encore à l'écrit derrière le webinaire. Mais je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette mini-série où on a développé voilà, beaucoup d'idées. Donc la semaine prochaine, et ben justement, voilà, on sera plutôt sur du retour d'expérience de terrain avec à la fois un agriculteur, Benoît Leprin, qui est membre d'une CEP, donc voilà, avec de l'assolement en commun avec les exploitations voisines. Et puis Pierre-André Hamon, qui est donc dirigeant de l'ETA, donc les établissements Hamon, et cofondateur du réseau Cléo, et qui pourra aussi voilà, nous porter nous présenter un peu plus en détail ces nouveaux métiers aussi voilà, autour des entrepreneurs des territoires. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et voilà, je vous remercie pour votre participation. Au revoir.